Gérer un budget, à quel âge ça devrait commencer et quels sont les trucs, mettons, avec les plus jeunes enfants? Selon moi, l'âge à commencer, si on est en contrôle de nos finances, c'est dès la naissance de l'enfant. Dès la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est des éponges. Les enfants, ce que tu veux avant tout, si tu veux avoir une conversation fluide qui se bâtit, tu veux pas tracer une ligne avec ton enfant parce qu'on a tendance, et tu sais, je parle pour moi, on a tendance à sous-estimer nos enfants. Issa Mbaye se joint à nous. Découvrez les principes de base à appliquer pour gérer votre budget et créer de la richesse. Évitez les pièges qui peuvent vous coûter cher à long terme et apprenez comment gérer vos peurs et croyances limitantes face à l'argent. Soyez prêts à prendre des notes. On se rejoint à la retenue. Bienvenue à notre épisode de La Retenue. Donc, content de vous avoir avec nous, content que vous nous écoutez, que vous nous regardez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit écouter sur podcast. C'est toujours le fun de vous avoir. Ce soir, vraiment, vraiment le fun. On a quelqu'un d'incroyable avec nous, quelqu'un qui va nous parler de la finance, quelqu'un qui trouve que les finances au Québec, c'est important, qui donne du coaching même au niveau finance. On a avec nous Issa Mbaye. Donc, bonjour Issa. Bonjour Ryan, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, merci d'être ici avec nous. Donc Issa, pour commencer, parle-moi un peu de toi. Comment que tu as commencé dans le domaine des finances? Qu'est-ce qui t'a motivé de commencer à parler de ça? C'est-tu à cause que tu as pensé à ça pendant que tu étais en retenue quand tu étais jeune? Tu étais en retenue, tu ne savais pas pourquoi tu étais là, puis là finalement, écoute, je vais commencer à parler des finances, penser des finances pendant que je suis ici, il n'y a rien à faire, puis finalement... ça t'a motivé aujourd'hui ou t'étais un bon garçon à l'école puis t'étais pas quelqu'un en retenue souvent? Je vais te décevoir, Ryan. J'étais un bon garçon à l'école. J'ai jamais été en retenue. Tous nos invités sont toujours bons à l'école. Il faut qu'on commence à inviter des gens qui sont peut-être un peu plus tannants. Là. Je sais pas, mais je suis content que tu étais un bon garçon. C'est une bonne chose. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que j'avais plusieurs frères. Il y en a quelques-uns qui ont fait de la retenue là-dedans. Voilà, c'est parfait. Mais en gros, merci pour poser la question. Et tu sais, je vais aller de manière vraiment générale. Je te dirais que moi, ce qui a vraiment amené ma passion dans la finance, je peux l'attitrer à une seule personne, c'est mon père. Nous, on est une famille du Sénégal qui est venue ici et mon père, c'est un entrepreneur dans l'âme. Fait que mon père, toute sa vie, ça a été un entrepreneur. Écoute, des journées, t'arrives, tu le vois à ramener des gros montants. Une autre journée, tu le vois, c'est un peu plus difficile. Une autre journée, c'est un peu plus stable. L'autre journée, boum. Fait que tu sais, c'était beaucoup le jour et la nuit. Et tu sais, moi, j'avais la piqûre de l'entrepreneuriat, mais ce volet-là d'instabilité venait un peu comme m'effrayer quand j'étais jeune. Et c'est là où est-ce que justement ma passion pour la finance a commencé parce que je me disais, OK, mais il y a sûrement une solution. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime toujours regarder des solutions dans toute situation. Tu sais, je suis quelqu'un que dès que ça me fait peur, il faut que je comprenne pourquoi ça me fait peur. Fait que j'essaie de trouver des solutions et c'est de là, en fait, que je te dirais qu'est née ma passion pour les finances et c'est de là où est-ce qu'elle a grandi avec le temps et qu'aujourd'hui, je me permets de pouvoir accompagner les gens là-dessus parce que pour moi, c'est important, c'est un indispensable. Tu as dit ça, ton père, on parlait avant l'émission de mon père parce que j'avais fait la référence. Et c'est intéressant que tu as mentionné que, puis mon père, je te rejoins là-dessus, on voyait beaucoup de succès des années 80 quand il était à courtier immobilier, mais c'était vraiment les montagnes russes. Puis ça avait été quelque chose qui m'avait beaucoup impacté d'avoir fait tellement d'argent et d'en avoir perdu autant et d'en avoir refait autant et d'en avoir perdu autant. Il y avait, dans sa jeunesse, j'imagine, des raisons pour ça, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans son historique, mais qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour maintenir les variances du marché. Puis comme entrepreneur, c'est quelque chose qui est très important. C'est parce qu'on ne baigne pas toujours dans l'abondance. Il y a des moments un peu plus scarces. Si on parle de l'immobilier en ce moment ou de l'hypothèque surtout, cette année est une année probablement la plus challenging, là, si on veut dire, en 20 ans au moins depuis que je suis dans le domaine hypothécaire. Mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Tu parlais de c'est quoi la solution, mais moi, c'est quelque chose depuis que j'ai commencé et que je travaille fort là-dessus, même aujourd'hui, que je me sens toujours que je suis à 2 semaines de la faillite. Même si c'est pas vrai, c'est empirically, tu sais, si on regarde les choses, mais non, voyons. Mais le téléphone ne sonne pas pour 2 jours, quelque chose arrive,
Je suis toujours comme, là, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, est-ce que ça va bien aller? OK, attends, je vais checker si j'ai assez de côté. C'est comme l'expérience avec mon père m'a marqué que je peux pas vivre ça. Ça peut pas être moi. Mais en même temps, son éthique de travail, la capacité qui était capable de vraiment enrôler les gens à vouloir faire affaire avec lui, ça, c'était incroyablement motivant. Mais l'autre côté des montagnes russes, puis d'aller de My God, tu conduis une Porsche, puis tu achètes de l'or, puis c'est partout à j'ai une voiture qui part pas le matin, c'est extrême comme situation. Tu sais, comment tu vois ça? Comment ça t'a impacté? Ben, écoute, je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est moi qui parle quand je t'écoute. Et c'est là, en fait, que je fais vraiment le lien avec un livre que j'avais lu par rapport justement à la relation avec l'argent, les finances, qui s'appelait Happy Money. Et dans les propos que tu l'as dit, c'est exactement ça. Souvent, notre relation avec l'argent est en lien avec des expériences vécues dans notre enfance. Donc, des expériences qui sont marquantes, comme tu l'as dit, soit par rapport justement à un de nos parents, soit par rapport à la réalité de la famille, tout ça. Et je te dirais que je te rejoins vraiment là-dessus. Moi, mon père, écoute, même chose que toi, écoute, il pouvait débarquer du jour au lendemain avec une Porsche, avec de l'or, tout ça. Écoute, et là, tu dis, on est au paradis. Mais moi, ce que ça m'a impacté, c'est que même chose pour toi. Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai pas eu une entrée d'argent, quoi que ce soit. Je panique, je suis comme, oh my God, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Parce que je l'ai visualisé, ça, dans ma vie. Les images reviennent. Voilà, ça, les exact. images reviennent. Ouais. Et c'est pour ça que, après ça, ce que je fais, par exemple, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, il faut s'automotiver, il faut également aussi faire peur de résilience. Ben, je retourne dans mon plan, je retourne dans mes plans et je me regarde, je me dis, OK, mais parfait, mais avant d'arriver à la faillite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je me dis, OK, ben, avant d'arriver à la faillite, je vais liquider tel immeuble, ben, je vais vendre tel placement. Fait que j'ai quand même un plan de sortie qui est planifié que sur une certaine période de me dire, on n'est pas encore rendu là, j'ai pas besoin de tirer mon plan de contingence, donc je suis pas encore près de la faillite. Mais si j'ai besoin de le faire, que je sens que je suis près de la faillite, ben, mon plan de contingence est en place. Et c'est là où est-ce que je réalise à quel point c'est important d'avoir, ces conversations comme on vient de l'avoir, toi et moi, mais d'avoir aussi des solutions par rapport à ça. Oui, un plan de sortie, par exemple, ou un plan un backup. Souvent en banking, on appelle ça fallback position. Donc, c'est que si notre plan qu'on a fait ne marche pas, ben, c'est quoi mon plan B? Trouves-tu qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas nécessairement, ou Canadiens, ou en fait, juste personnes en général, qui n'ont pas nécessairement un plan B? En fait, il y a probablement beaucoup qui n'ont même pas un plan A. Mais parlons un peu de ça. Oui, effectivement. Je parle du plan B, mais on pourrait commencer avec le plan A. Y a-t-il un plan A? Je te vois rire et tout, et exactement. Écoute, on commence déjà par le plan A. Moi, un de mes plus grands constats que j'ai fait quand je fais beaucoup du coaching avec les gens, c'est justement c'est le manque de présence d'un plan initial à la point base. Point base, il n'y a même pas de plan. Écoute, on est là aujourd'hui, tu sais, on discute et tout, mais tu sais, souvent quand je fais mes coachings, quand je rencontre les gens, ben, je réalise qu'on est toujours à la base. On est toujours à la base qui est d'avoir un budget. Aujourd'hui, on est là, on parle de budget, les gens vont dire « Oh my God, non, un budget. » Ouais, c'est plat. Mais la réalité, moi, la seule manière que je définis un budget, là, c'est comme un miroir. Là. Tu sais, c'est notre reflet de qui on est. Les gens vont dire, oui, c'est plate, mais c'est plate quand tu n'as pas commencé à le faire. C'est comme le gym. Tu sais, je te vois, toi, tu as l'air d'un gars qui s'entraîne et tout, et tu as l'air super en forme. Tu peux quand même constater la différence quand tu as commencé au début à t'entraîner avec un plan qui te permettait de travailler chacune des parties de ton corps. Et aujourd'hui, avec tes connaissances, que tu n'as plus nécessairement besoin de ce plan. Tu sais exactement, si je veux travailler telle partie de mon corps, ben voici quel exercice je veux faire. Mais c'est la même chose avec un budget. Moi, aujourd'hui, là, mon budget, je le connais par cœur. Je l'ai pas. Oui, je l'ai physiquement, mais je n'ai pas besoin de le consulter chaque jour. Tu le vis. Je le vis, exactement. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Un budget, on doit le vivre. Et si on le vit, on trouvera ça pas plate. Tu sais, moi, c'est ça aujourd'hui qui me permet, je te donne un exemple. On est à la maison, l'été arrive, on doit refaire la piscine. On doit changer tout ça. Mais moi, je sais exactement si c'est un investissement que je dois faire cette année ou j'attends l'année prochaine. Parce que je le sais à partir de mon budget si je peux me le permettre ou pas. Ça veut pas dire que c'est ça. Ça veut pas dire que je peux pas me le permettre ou je peux me le permettre. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est le bon timing ou pas? Tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut tout maintenant. Et sans même regarder. Fait que ce qu'ils vont faire, parfait, on va le prendre sur financement accordé. Et à un moment donné, tu es dans une montagne de financement accordé et tu vois plus le bout du tunnel. Mais si tu avais suivi ton budget, mais tu saurais si tu vas le voir le bout du tunnel ou pas. Exactement. C'est vraiment vrai. Les gens, des fois, parle-moi un peu par rapport à... Tu as mentionné qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout immédiatement.
Et puis, si on connecte ça un peu avec qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie aujourd'hui, avec l'inflation qui reste quand même assez élevée, avec la consommation, même avec les taux d'intérêt qui ont triplé à l'intérieur de 15-16 mois, mettons 2 ans, est-ce que tu ne trouves pas que c'est bizarre que normalement, pour la plupart des banques centrales mondiales, en augmentant les taux, mais les gens vont arrêter de consommer. Tout est tellement cher. Puis on voit qu'au niveau des logistiques, que ce soit FedEx, on peut tracker UPS, FedEx, Amazon, combien qu'ils livrent, puis c'est robuste. Les restaurants, juste de manière anecdotale, c'est assez de trouver un restaurant, bonne chance. Tu peux pas juste arriver à un restaurant le vendredi soir puis espérer trouver une place. C'est jam-packed. Pourtant, les gens se plaignent que tout est très cher en ce moment, tout est très cher. On avait arrêté, puis la Banque du Canada a augmenté encore une fois, recommencé à augmenter. Donc, est-ce que non seulement au niveau de comment que les gens vivent leur vie, mais ça a un impact au niveau politique monétaire, tout ce qui est médias sociaux, au niveau de « you need to have it now », la consommation. On a tellement poussé « consommer, c'est bon », qu'on est rendu que les gens font ça sans même penser. Et puis, ça nous amène potentiellement, on va frapper un mur éventuellement. Comment tu vois ça les prochaines années, les prochains 10 ans? Tu parlais on a des enfants chacun. Ça va avoir un impact, ça, pour nos enfants. It has long-reaching consequences. Je vais te le dire, moi, Ryan, et je vais te le dire en action, ce que j'ai fait concrètement. Et tu vas savoir qui je blâme indirectement. Moi, j'ai, à un moment donné, coupé tous mes réseaux sociaux. Parce que malheureusement, et tu l'as dit tantôt, les médias, selon moi, c'est eux qui ont la plus grande responsabilité sur les impacts du comportement du consommateur. Aujourd'hui, tu vois, dans n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Premièrement, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, pas mal tout le monde est dans les réseaux sociaux. Ouais. Mais deuxièmement, c'est que quand tu t'en vas dans ces plateformes-là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que tout va bien. Tu constates que ça va bien, que je peux continuer à me le permettre. Tu vois ton voisin, ton ami à côté, il n'y en a pas de problème. Ouais. Si eux, ils n'ont pas de problème, pourquoi moi, j'aurais un problème? Ouais. Et c'est exactement là où est-ce qu'on rentre. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que, oui, on a une situation qui arrive, c'est même une situation exceptionnelle selon moi. Tu l'as mentionné tantôt, le taux de la Banque du Canada. J'imagine que tu es déjà au courant, mais c'est le plus haut depuis 2001. Exact. Ça a dépassé, c'est incroyable. Et malgré ça, tu sors dehors, comme tu l'as dit, les gens vont quand même au restaurant et tout ça. Le problème, c'est que justement, l'information, comme elle est amenée, elle n'est pas amenée d'une manière où est-ce que ça peut permettre aux gens de se conscientiser parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas nécessairement les connaissances. Aujourd'hui, si tu parles d'une situation, exemple, comme la guerre en Ukraine, tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde est au courant et tout le monde est conscient des impacts négatifs que ça peut l'amener. Ouais. Mais là, avec le taux de la Banque du Canada, le prix des propriétés, la surconsommation, l'inflation qui est encore haut, mais ça, comment on le vulgarise? Comment on le met en place? Comment on sensibilise les gens par rapport à ça? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, et c'est là le problème. C'est pour ça qu'on va frapper un mur, comme tu dis. Ouais. On va frapper un mur et quand ça va le faire, la question à savoir, c'est quelles sont les actions que le gouvernement va prendre par rapport à ça et tout. Parce qu'on le sait actuellement. Actuellement, on le sait, nos taux montent. Mais si on continue à monter comme ça, à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les consommateurs? Qu'est-ce qui va se passer pour les gens? Tu ne veux pas te retrouver non plus avec une période où est-ce que plus personne n'est capable de payer son hypothèque ou encore que les gens ont toutes des cartes de crédit topées à des taux de 20-21%. Ouais. Tu ne veux pas ça. Pourtant, les gens le font encore, mais puis ils ne reconnaissent pas que, attends, je vais frapper un mur. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un problème au niveau de la conscience, au niveau des finances, que tu peux pas consommer nécessairement juste comme tu veux. Ça va loin. Là, on est même plus loin aujourd'hui que même ta maison, même une maison, il y a l'application Pinterest, tu peux regarder. Puis même les maisons, maintenant, c'est pas juste comme au niveau... Les médias sociaux ont commencé un peu plus comme dans le personnel, un peu comme, regardez, les personnes sont tellement beaux, toujours heureux, tout va bien. Mais on est encore plus loin aujourd'hui. Là, si tu regardes des photos de d'autres maisons, les maisons sont toujours parfaites. Il n'y a pas de jouets à terre. Hein? Nous, on a des enfants. Là, bonne chance avec ça, là, pour garder la maison parfaitement tout le temps. Donc, les gens, il y a une anxiété de vouloir comme, OK, non, il faut que j'aie une madame qui vienne m'aider à laver la maison. C'est pas normal. Il faut que je dépense là-dessus. Là, il faut que je dépense sur avoir une autre chambre pour serrer les jouets. Tu sais, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Les gens réalisent. Puis quand on pose des questions, tous les sondages, les gens ne veulent pas arrêter de consommer. Ils veulent avoir toutes ces choses-là. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on parle de consommer, dépenser. Puis là, c'est comme si
il y a un disconnect, on n'est pas capable de connecter ça. Puis toi, tu fais du coaching avec des entrepreneurs et des gens. Comment que tu les amènes à avoir ce genre de conscience-là pour pouvoir faire des modifications dans leur vie sans être un peu comme, ben là, je veux pas avoir cette vie-là. Mais oui, mais écoute, pour répondre à ça, là, moi, je vais aller avec un exemple concret que c'est là que j'ai compris que c'est la façon sur laquelle on peut sensibiliser les gens, c'est de les mettre face au mur. Face au mur, et je vais te donner un exemple concret. Quand, à un moment donné, je t'ai amené avec une personne, on parle, la personne va acheter une propriété. Okay, elle va acheter une propriété, elle est qualifiée pour tant de montants. Si tu regardes le montant, elle veut le payer tout seul, parfait. Le calcul démontre qu'elle peut le payer tout seul. Et on est d'accord. Elle est capable. Elle respecte les règles. Mais où est-ce que je suis allé avec elle? Où est-ce que je suis allé avec elle? C'est quand je lui ai demandé, je lui ai dit, hey, question pour toi, est-ce que après ton achat de propriété, tu vas continuer à voyager? Ben oui, je vais continuer à voyager, parfait. Est-ce que tu comptes continuer à acheter une voiture? Oui, je vais garder ma voiture. Oui, j'ai un enfant. OK, fait que tu as un enfant aussi. Est-ce que tu prévois au moins mettre dans son R3? Oui, parfait. Je dis, OK, est-ce que tu nous permets qu'on le met juste tout sur papier, s'il te plaît? J'ai mis l'hypothèque, taxes, assurance, voyage par année. Je divise par 12 pour avoir le mois. Tac, 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 tac. Et je lui dis, ben c'est ça qu'il va falloir que tu fasses par mois. Attends. J'ai dit, ben, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu tiens, right? Et c'est ce qu'on a dit, Ryan. Les gens veulent tout maintenant. Là, j'ai dit, OK, est-ce que tu es prêt à sacrifier quelques-uns là-dedans? Regarde. Pas certain. Ben, c'est le miroir, comme tu disais. Voilà. Regarde dans le miroir, voici la réalité. Exactement. C'est exactement ça. Et là, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, elle n'était pas capable de se décider à dire si elle va sacrifier quelques activités dans tout ça. Fait qu'elle a juste baissé sa mensualité hypothécaire. Elle est allée chercher une propriété un peu plus basse. Parce que c'était le seul aspect qu'elle avait le contrôle. Le reste, c'est des choses que c'est soit je le fais, soit je le fais pas. C'est tout. Fait que c'est un peu ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on accompagne les gens veulent des projets, les gens ont des rêves, et c'est correct. Et on ne veut pas enlever le rêve aux gens. Mais il faut l'imager. Il faut le mettre sur papier. C'est là où est-ce que je reviens encore avec le budget. Le budget est plate quand on commence au début. Je suis le premier à le dire parce que j'en ai fait un. Mais ça te permet juste d'imager et de mettre des montants. Et après, par la suite, mais c'est toi qui as le contrôle. En fait, la réalité, c'est que le budget te permet d'avoir un contrôle quotidien. Comme toi, regarde, là, t'es tout beau physiquement et tout. On voit que tu as un beau contrôle sur ton corps. Parce que tu sais exactement où travailler, les parties à travailler pour justement te permettre d'être celui que tu es en ce moment. Et c'est là qu'on est. C'est un bon point. Est-ce que tu crois dans cet exemple-là et dans plusieurs exemples que même si on démontre de façon quantitative que, regarde, ça ne marchera pas, donc tu n'arriveras pas, que les gens vont vraiment réaliser puis changer leur comportement? En fait, ma question, c'est, est-ce que, tu parlais de miroir, est-ce que les cartes de crédit ne sont pas l'équivalent du Botox de miroir, dans le sens que, tu sais, je me regarde dans le miroir, tu sais quoi, je vieillis, tac, 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 le budget, tu sais, tac, 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 OK, là, je vieillis plus. Les cartes de crédit, c'est un peu comme, tu sais quoi, je comprends, mais je vais aller chercher l'endettement, ça va être correct, je vais le payer éventuellement, YOLO. Tu trouves pas que rapidement, même si tu donnes un coaching, après, les gens ont tendance à un peu déraper, que plusieurs personnes ne sont pas capables de maintenir une constance. Tu parlais de musculation. La mémoire musculaire, c'est parce que c'est une constance. Tout ce qui marche dans la vie, c'est quand tu le fais de manière constante. Constance, ça ne veut pas dire 50 heures par semaine. Hein. Ça veut dire choisis ton temps, c'est 5 heures par semaine. Constance, fais-les à tous les semaines. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'appliquer un budget de manière constante selon toi? Tu vois beaucoup de gens en entrepreneuriat et qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'ils sont capables vraiment, est-ce qu'ils sont willing de mettre la constance dans leurs finances autant que la constance dans leur apparence? Ryan, tu poses des excellentes questions, là. J'ai l'impression que tu connais toutes les réponses, là. T'as pas besoin de moi. non, on jase, là. Me parler du seul pour 2 heures, c'est long, là. Il faudrait que je change de chaise. Absolument. Mais pour répondre à la question, et tu l'as tout dit, moi, je veux dire ce que je dis toujours aux gens quand je parle d'une carte de crédit. Je dis toujours que la carte de crédit, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la carte de crédit, exemple, à un cuisinier, supposons un cuisinier, lui, là, il utilise son couteau pour faire des plats, des mets. Donc, il n'y en a pas d'enjeu, il n'y en a pas de problème. Donne la carte de crédit à un psychopathe ou un maniaque ou un serial killer. Il va faire des plats, des surprises, mais à sa manière.
Et c'est la même chose pour tous les aspects qui englobent la finance. C'est pour ça que je faisais tantôt référence au livre de Kananda. C'est que tu as raison. Dans le fond, là, la finance, là, c'est important d'avoir une discipline, comme au gym. La discipline est importante parce que sans cette discipline-là, les résultats n'arriveront pas. Les résultats n'arriveront pas. Et pour avoir cette discipline, il faut savoir quel genre de personne qu'on est. OK? Et il faut l'accepter. Il ne faut pas dire, OK, non, je ne suis pas la bonne personne. Non, ce n'est pas vrai. Il faut juste être authentique à soi-même, savoir, OK, parfait, ben dans telle situation, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne veux pas. Je donne un exemple. Il y a du monde qui sont capables, eux, d'avoir cette discipline, de mettre de l'argent de côté et à un moment donné, poum, ils font une grosse injection dans un placement ou sur un immeuble. Ouais. Il y en a d'autres il faut qu'ils le mettent par mois parce qu'ils ont un train de vie selon lequel ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Fait qu'eux, des prélèvements automatiques par mois, mettre de côté dans l'épargne, ça se fait tout seul, ils ne le réalisent même pas et ça va aussi bien. C'est juste qu'en étant authentique, on sait quelle formule peut mieux s'adapter à nous. Et c'est ça que je dis toujours à mes différents clients. Attacher le plan, qu'est-ce qui ressemble à eux autres. Ouais. Mais moi, je leur dis concrètement, quel genre de personne t'es? Et tu sais, s'ils me demandent, ben, je sais pas, je dis, ben, parfait, va lire le livre de Kananda, Happy Money. Reviens-moi après ça. Ouais. Parce que c'est la première discipline, moi, que je pense qui est important à avoir, c'est de dire, si je veux vraiment faire un changement dans ma vie, si je veux vraiment aller chercher à avoir certains résultats, mais je vais faire les premières actions pour. Comme à l'école. Quand on a commencé l'école, tu parles de retenue. Quand on est à l'école, mais la première chose qu'on fait, on commence par des matières, des cours que nécessairement, peut-être qu'on n'aime pas nécessairement ou qu'on ne voit pas la nécessité. Mais on le fait quand même parce qu'on est conscient que ça va nous amener quelque part. Fait qu'on le fait, on prend ça au sérieux. Ouais. Et au moment où on est rendu à l'étape où est-ce qu'on met en application, on est comme, une chance que j'ai pris ça au sérieux. Mais c'est la même chose aussi avec les finances. On commence par savoir qui on est comme personne, quelle est notre relation par rapport à l'argent. Et à partir de là, une fois qu'on sait qui on est, ben, on travaille ça. On le travaille ensemble et on dit, parfait, voici la formule qui s'adapte le mieux pour moi. Voici ce qui va me permettre d'y arriver. Mais si je ne suis même pas capable de commencer avec cette base-là, tu sais, moi, je suis transparent avec les gens. Construire une fondation avant de construire ta maison, sinon la maison ne restera pas debout sur des bases qui ne sont pas stables. Absolument, absolument. Et c'est là où est-ce qu'on en est. Fait que c'est exactement ça que je dis. Et tu sais, moi, c'est sur ça qu'après, ça se bâtit la discipline. C'est très intéressant. On parlait de nos enfants tantôt. À quel âge crois-tu qu'on devrait commencer à adopter des principes de base et pour les parents qui nous écoutent ou même pour des jeunes qui ont 20, 25 ans, à quel âge qu'on devrait commencer à parler des finances, à penser aux finances, à penser budget pour que ça devienne, comme on disait, un muscle avec un peu de memories, tu sais, muscle memory, c'est-tu à 5 ans, c'est-tu à 6 ans, est-ce qu'on commence avec un petit, écoute, je te donne un 10 $ par semaine, ça va être à toi de gérer un budget ou est-ce que ça, c'est pas une bonne idée? Selon toi, à quel âge ça devrait commencer et quels sont les trucs, mettons, avec les plus jeunes enfants? Et pour ceux qui n'ont vraiment pas commencé, je te donne beaucoup de questions, mettons, qui n'ont vraiment pas commencé encore, puis ont 25 ans, 30 ans, mais où est-ce que je devrais commencer? Comme, what's my first step? Ben, premièrement, je vais aller dans ta première question parce qu'il y en a plusieurs là-dessus. La première, c'est, selon moi, l'âge à commencer, si on est en contrôle de nos finances, c'est dès la naissance de l'enfant. Dès la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est des éponges, de un. Et deuxièmement, les enfants, ce que tu veux avant tout, si tu veux avoir une conversation fluide qui se bâtit, tu ne veux pas tracer une ligne avec ton enfant parce qu'on a tendance, et tu sais, je parle pour moi, on a tendance à sous-estimer nos enfants. Alors que la réalité, ils sont beaucoup plus malins qu'on le pense. Et tu sais, moi, j'ai eu l'expérience avec ma fille. Moi, là, ma fille est venue au monde. J'ai tout de suite ouvert son R3E. À chaque fois, je lui disais, R3E, on a ouvert ton R3E. Toi, il faut que tu fasses ça. Tu sais, j'avais déjà cette habitude de langage avec elle. J'avais également une petite tirelire. À chaque fois que j'avais de l'argent, que la famille me donnait de l'argent, je lui donne à elle. Au début, elle n'est pas capable. Mais tu sais, les enfants, ils sont capables de tenir. Ouais. Ils tiennent. Juste le concept de le prendre et de le mettre. Même si elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait exactement, c'est comme, OK, je mets quelque chose ici, puis ça reste là-dedans. Et ça revient encore à notre, comme tu as dit, les petites actions constantes qu'on fait. Et maintenant, on le fait sans s'en rendre compte. Ma fille a 4 ans. Et je peux te dire un truc. Elle était capable de parler d'argent avec toi. Quand elle veut quelque chose, elle sait qu'elle doit l'acheter avec l'argent. Quand on lui donne de l'argent, elle va le mettre dans la tirelire. Et ça, j'ai même pas eu à faire des actions. J'ai même pas eu besoin de l'instaurer. Comme exemple, on va instaurer certaines habitudes parce que ça se fait tout seul. Et ça, c'est
pour moi, c'est l'exemple pour quelqu'un qui a une bonne connaissance en finance. Je le recommande de le commencer maintenant. Et entre autres, regarde, j'ai même eu la chance de pouvoir faire une publicité avec ma fille Interact pour promouvoir ça. Ma fille, je lui mets de l'argent, là, elle reconnaît maintenant à partir des couleurs. Fait qu'elle associe les couleurs de l'argent, red, blue, je suis désolé, hein, l'anglicisme. Non, c'est correct. C'est les couleurs qu'elle a appris en premier, mais c'est ça. Fait qu'elle était capable de comprendre. Et c'est là, quand je dis justement, il faut commencer maintenant parce que tu veux bâtir des bonnes habitudes. Là, pour quelqu'un, exemple, qui se pose la question, parfait, moi, j'apprends la finance, mais j'aimerais aussi que mes enfants l'apprennent. Quel est l'âge dans lequel je pense que je devrais être capable de l'amener? Mais moi, je dirais, ce serait bien de l'instaurer en même temps qu'on amène l'enfant à l'école. Parce que là, maintenant, il comprend qu'il rentre dans un environnement où est-ce qu'il y a une discipline. Il y a une discipline à avoir. Donc, je vais à l'école, je rentre à la maison, je fais mes devoirs. Et moi, c'est là où est-ce que je l'instaurerais. Je l'instaurerais parce qu'il faut qu'il entende ces mots-là. Et le meilleur exemple, moi, c'est toujours les R3E que je prends comme référence. Parce que les R3E sont connectés aux études. Et là, c'est de l'expliquer. Ah, OK, mais toi, c'est quoi tu vas faire plus tard? Et de discuter. Les enfants sont très forts dans la communication, sont très forts à parler de leurs rêves. Et c'est là, moi, que je prendrais l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce qu'en même temps, par la suite, il fera un parallèle. Exemple, avec ses amis à l'école. Ah oui, moi, écoute, je parle avec mon père. Mon père, moi, je veux faire ça. Ah oui, toi, tu vas aller à tel endroit. C'est impossible. Oui, mon père a dit que c'est possible. Il met de l'argent de côté pour mes études. Là, il est conscient que pour arriver à ça, il a entendu la première fois que c'était impossible. Fait qu'il sait que c'est un défi, mais sachant que son père fait une certaine action, sa mère fait une certaine action pour l'aider, mais il comprend que l'argent aide aussi à promouvoir nos rêves. Ça serait tout un changement si les parents des jeunes enfants commencerait ces genres de conversations-là. Ça va être un peu une anecdote, mais ma fille, mon fils, il a 3 mois, donc certainement, lui, il n'est pas rendu là encore, là, il commence à sourire. Mais ma fille, elle a 3 ans et demi, puis elle n'est pas rentrée à l'école, elle va à la garderie, c'est sûr, mais ils ne sont pas rendus dans le point. Le tirelire, je ne le fais pas, c'est excellent, je vais commencer à faire le tirelire, c'est vraiment intéressant, ça, parce que juste l'action de mettre quelque chose de côté, j'avais même pas pensé à ça, là. C'est le takeaway de l'entrevue, là. Je vais appeler ma femme tantôt, je lui dis, écoute, on s'en va chercher quelque chose au Dollarama, là, juste pour qu'elle puisse mettre de l'argent de côté. Ça va être vraiment un bon exercice. Mais j'ai des neveux et une nièce qui vont à l'école, à 9 ans et 7 ans, donc quand même assez jeunes, primaire. Et puis, tu sais, les enfants parlent beaucoup. Puis quand je vais voir mon beau-frère, ma belle-sœur, ben ils parlent un peu des conversations qu'ils ont à l'école. Et drôlement, les conversations, naturellement pas tout le temps, mais quand on parle de conversations autour de l'argent, mais c'est des conversations souvent au niveau de la consommation. Puis j'ai réalisé ça que c'est drôle, mais c'est vraiment présent en ce moment avec les enfants, selon moi, c'est que les enfants parlent de qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce que leurs parents ont à un jeune âge. Moi, c'était pas l'expérience. Peut-être que j'ai grandi dans un environnement un peu moins à l'aise, là, mais c'est incroyable les conversations. Ouais, mais lui, son père a une Porsche, puis lui, il fait beaucoup de... Ils ont 6 ans, 7 ans, puis ils commencent à comparer la consommation et les choses que leurs parents ont acquis. Au lieu de parler de « Ah, mais tu sais quoi, lui, on épargne, comme tu as dit, le REE. » tu sais, est-ce que tu trouves que les parents n'ont pas une responsabilité? Que parfait, vous avez bien réussi, les parents excellents, ceux qui ont réussi puis qui ont été capables de ramasser une certaine richesse, mais de transmettre à vos enfants que c'était pas nécessairement juste gratuit, ces affaires-là, et que la compétition par rapport à qui a quoi est malsain et qu'on devrait parler plus de sortir de la consommation et parler de la finance au lieu de parler de qu'est-ce que je peux acheter. Ça commence à un jeune âge. Puis toute cette génération-là de je veux me comparer à toi, mon père, ma mère a plus que toi, c'est présent dans les écoles et c'est même présent avec les parents qui se comparent. C'est comme si on est dans une grosse compétition en ce moment. Je sais pas où aller avec ça, mais je trouve que c'est vraiment malsain. Comment changer la conversation? C'est deep, là, mais comment changer cette mentalité de us versus them, moi contre toi, toi tu as plus de succès que moi, je suis pas content, je te suis sur Instagram, pas parce que tu me motives, mais parce que tu me fais chier, on va le dire de même. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui font ça, le hatred sur les médias sociaux, là. Comment qu'on change la dynamique? C'est une question de société. Ben, écoute, tu viens de donner la réponse. C'est une question de société parce que la réalité, là, c'est que
Tu connais l'expression qui dit que les enfants n'écouteront pas ce qu'on dit, mais ils vont répéter toutes nos actions, nos faits et gestes, et ils vont retenir toutes choses qu'ils nous entendent dire. Ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup des enfants ont ce vocabulaire parce que c'est ce qu'ils entendent à la maison de la vie de tous les jours. Moi, je regarde un peu ma fille. Ma fille, c'est deux choses qu'elle va toujours parler. Elle va toujours parler d'argent et elle va parler de voiture. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais à la maison avec mes frères, on parle de voiture. Fait qu'elle, elle parle beaucoup de voiture, mais on parle aussi d'argent. Fait que c'est pour ça que c'est les deux choses qu'elle est amenée à parler. Et moi, je fais beaucoup de parler parce que même chose que toi, moi aussi, j'ai des neveux et nièces. Ben, mon neveu, il parle tout le temps de voiture parce que son père est un fan de voiture finie. Et lui, il parle de voiture et il parle des souliers Jordans. Fait que c'est ça la réalité. Les enfants vont répéter ce qu'ils sont habitués d'entendre à la maison, les sujets de conversation. Fait que si les conversations sont juste axées sur la consommation, telle personne a acheté telle, même si l'enfant n'est pas interpellé dans la conversation, le fait d'entendre parler continuellement de ce type de sujet, mais c'est exactement ça qu'il va faire. Et la réalité, c'est ce qu'on fait. Quand tu reçois des gens chez nous, « Hey, wow, j'aime ton sofa, où c'est que tu l'as eu? Je l'ai acheté là. Hey, wow, j'aime bien ton plancher. C'est quoi le type de plancher? » C'est exactement ça. On le réalise même pas. Parce qu'au contraire, quand les gens nous reçoivent, on se remet en question très souvent. Et tu sais, je peux pas mettre le chapeau pour tout le monde, mais j'ai l'impression que des fois, on s'identifie à tout ce qu'on possède. Yeah. Et c'est ça qui amène notre conversation, c'est ça qui amène les échanges. On s'identifie par ce qu'on possède. Et c'est là où est-ce que ça devient le vrai enjeu. Et tu sais, cette consommation-là, écoute, on va se le dire, ici, au Québec, en Amérique du Nord, au Canada, tu sais, la réalité, c'est que l'accès au crédit, l'accès à la consommation nous est donné. Tu sais, moi, je compare en France, où est-ce que j'ai beaucoup de cousins et cousines qui sont en France, je compare à mon pays d'origine, au Sénégal. Ben, le crédit n'est pas accessible comme ça, mais tu vois que les comportements aussi ne sont pas les mêmes. Tu sais, je prends beaucoup le comportement des Français parce que c'est un comportement que j'aime bien beaucoup, c'est qu'ils sont prudents avec l'argent. Ils sont prudents parce que l'accès au crédit n'est pas aussi facile qu'ici. Et c'est là où est-ce que, tu sais, moi, ce que je vois deux scénarios où est-ce qu'on devrait être capable d'aller se rejoindre à mi-chemin. Oui. On devrait être capable d'aller se rejoindre à mi-chemin. Et c'est là où est-ce que je pense que... L'équilibre. Exact. C'est correct de parler des biens. Là. De ne pas en parler, c'est l'expression de nez pour un petit pain. Tu ne veux pas parler de ton succès parce que c'est mauvais. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Mais quand ça devient malsain, c'est pas mieux. Donc, c'est d'essayer de trouver le strike, l'équilibre entre oui, je consomme, puis je me permets des belles choses, mais je me permets des belles choses parce que je prends des actions concrètes et prudentes dans mes finances qui m'aident à faire ça, et tu devrais faire la même chose. Tu sais, si ces deux choses seraient mélangées ensemble, donc je pense que les comportements seraient beaucoup plus prudents, judicieux, c'est les bonbons, je pense. Absolument. Et tu sais, aussi un fait que c'est super important de tenir compte, c'est que on est dans une société où est-ce que le sentiment d'appartenance est super important. Il faut que j'appartiens à un groupe. Ouais. Et malheureusement, les critères d'entrée dans ce groupe-là sont beaucoup axés sur la consommation. Ouais. Et ça l'amène justement à dire, est-ce qu'on a un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes de dire, OK, mais est-ce que mes valeurs rejoignent ce critère? Est-ce que mes valeurs rejoignent ce groupe? Est-ce que, tu sais, moi, je prends beaucoup toujours mon exemple à moi. Moi, je suis quelqu'un sur laquelle... aujourd'hui, je me cache pas, je le dis, les gens vont me parler souvent d'argent, je le dis aux gens, moi, je suis cheap pour l'argent. Moi, je suis dans un magasin où est-ce que, exemple, il y a une chemise qui est à $100. C'est correct. Moi, je vais regarder la personne, je vais dire, c'est trop cher pour moi. Et les gens, souvent, vont me dire, dis pas ça, tu dis que t'es trop cher, c'est comme si tu dis que t'as pas d'argent. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai pas d'argent. Non, c'est trop cher pour moi. Exact. Moi, les chemises, j'ai un montant maximum sur les chemises que moi, je me permets de faire. Mais c'est ça le problème. Tu viens de le dire tantôt, c'est qu'on ne doit pas aller dans les extrêmes. Le jugement par rapport à ça. Exactement. Un peu comme hier soir, j'étais sorti pour un événement, puis tu mentionnais que je m'entraîne, donc je m'entraîne, puis c'est rare que je vais boire maintenant. Là, Puis j'imagine les gens qui ont arrêté de boire complètement vont se rejoindre avec mon commentaire, mais les gens se permettaient comme « Oh, ben là, tu veux pas prendre un verre? Ben là, voyons, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le fun. » C'est un peu la même chose. C'est comme de gérer les commentaires après. Donc, finalement, OK, je vais l'acheter la chemise d'abord. Parce que je veux pas me faire, je veux pas me faire attaquer. Ou, OK, je vais prendre un verre parce que, oui, OK, je vais avoir du fun. Mais, tu sais, c'est la pression sociale de rentrer en ligne avec tout ce que les autres font. Je pense que ça prend un peu de courage. C'est d'enseigner à un jeune âge
que d'avoir du courage pour tes croyances, puis qu'est-ce que tu veux faire, ça va t'amener à un autre niveau, ça va te donner des résultats que d'autres n'ont pas nécessairement parce que tu prends des décisions et des choix que d'autres ne font pas nécessairement. Et tu sais, en fait, le mot pour le dire, c'est normaliser l'inconfort. Tu sais, moi, je suis rendu là, je normalise l'inconfort et c'est la raison pour laquelle moi, entre autres, je parle beaucoup de finances, je parle d'argent, peu importe le contexte, je ne suis pas gêné d'en parler, mais deuxièmement, je veux rendre ça normal à travers les différentes plateformes médiatiques, que ce soit genre à la télé, que ce soit dans les articles et tout. Je veux que les gens se rendent compte que, hey, t'es pas seul. Parce que la réalité, c'est que ça prend du courage pour le faire. Et des fois, les gens vont te voir et simplement cette petite lueur de courage leur pousse à dire, ah, maintenant, je peux le dire, le faire. Vraiment. Ah non, moi, je l'ai dit. Je te dis la chemise devant la madame. Elle me dit $100. Je dis, OK, t'as-tu un rabais là-dessus? Elle me dit non. Je dis, ben écoute, la chemise est trop chère. Elle me dit, OK. That's it. Mais ça prend du courage de le dire. Oui, vraiment. Mais il faut ça parce que tu sais, la force quand on fait preuve de courage, c'est quoi? C'est qu'on est capable d'être authentique. Ouais. Et quand on devient authentique, ben c'est là que ça devient merveilleux d'échanger avec les gens. Ouais. C'est là que ça devient merveilleux d'avoir des bonnes connexions. Et en plus, le bonus, c'est que tu as un bon contrôle de tes finances, ce qui te permet de faire les choix que tu as envie de faire, mais pas parce que tu veux fit in. Oui. L'inconfort, c'est parfait à mentionner. C'est un livre là-dessus, The Beauty of Discomfort, qui est écrit par une Canadienne. Puis, c'est elle, qu'est-ce qu'elle mentionne en gros, c'est que tu devrais ressentir de l'inconfort et être confortable avec ça souvent. Parce que si tu ne ressens pas d'inconfort par rapport à tes actions, mais tu n'es pas en train de grandir. Donc, tu es dans le confort, tu n'es jamais en train de te challenger. Donc, il va y avoir moins de croissance dans ta vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, j'utilise souvent ça dans du coaching avec mes employés, avec mes courtiers, dans d'autres business qu'on a, c'est que, have you been uncomfortable lately? Est-ce que tu as été inconfortable récemment? Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être inconfortable? Dans le sens de faire une action différente pour grandir, tester quelque chose. Et puis, je pense que les gens devraient se poser cette question-là. Est-ce que dans tes finances, tu as été inconfortable récemment de changer la façon que tu agis? Est-ce qu'en entraînement, tu as été inconfortable récemment? Tu vas au gym, puis tu pars, puis... non. Est-ce que tu as essayé quelque chose d'autre qui fait que le lendemain, tu te sens « Ouh, OK, hier, c'était pas confortable. » C'est facile. Est-ce que tu es inconfortable? Est-ce que tu es nerveux? Un podcast. J'ai jamais pensé que j'allais faire un podcast. Là, je suis rendu à 26-27 épisodes. C'est plus facile. Mais au début, là, écoute, j'étais sur cette chaise. Puis je pense que, tu sais, il était mouillé quand je me levais à Brest. J'étais stressé. Mais encore une fois, c'est de l'inconfort. C'est de pousser les limites que tu crois que tu as réussi. Et quand on réalise qu'on est capable de pousser, il n'y en a pas de limite. C'est exact. Tu peux juste continuer. Puis c'est incroyable quand tu réalises que, my God, OK, je suis capable de faire beaucoup plus que je pensais que j'étais capable de faire. Absolument. Et tu sais, on reprend un peu quand on était jeune. On a commencé avec l'école, on est habitué, on a appris à conduire, on a eu nos premières copains-copines, ainsi de suite. On a toujours évolué. Tu te rappelles la première fois que tu as conduit? T'étais-tu confortable? Tu rentres derrière, tu penses que c'est la fin du monde. Là, c'est ça, je vais tuer quelqu'un. C'est ça, je rentre dans un truck. Puis finalement, 10 ans plus tard, tu réalises même pas comment tu es arrivé au bureau. Tu sais, tu pars de la maison, tu conduis, puis tu arrives au bureau, puis ça fait 30 minutes que tu conduis, puis tu pourrais même pas dire comment tu l'as fait. Tu es tellement confortable, tu es sur le pilote automatique. Mais tu n'étais pas capable de le faire initialement. Absolument. C'est quand même assez flagrant comme réalisation. C'est là qu'en fait, on découvre notre potentiel. Il ne faut pas avoir peur, et ça revient à tout ce qu'on dit depuis le début, de dire qu'il faut apprendre à se connaître. Quand on se donne la chance d'apprendre à se connaître, OK, oui, on va voir nos forces, oui, on va voir nos faiblesses. Mais c'est ça qui nous permet de le retravailler pour être quoi? Pour être juste meilleur, pour être en mesure de pouvoir être plus confortable avec qui on est. C'est simplement ça, et tu l'as bien expliqué. Sortir de la zone, c'est important pour ça. Pas pour se mettre en danger, non. Mais juste pour explorer, voir et surtout tester nos capacités. Parce que le pire qui va arriver, c'est que si je sors de ma zone et que ça ne marche pas comme je le veux, j'ai connu ma zone. Fait que rien ne m'empêche de retourner. Vraiment. Mais c'est très rare que les gens retournent dans leur zone. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se découvrent quelque chose de nouveau. Ouais, exact. Et tu sais, moi, je le dis, j'ai eu la chance quand même d'avoir des gens... Tu sais, en coaching, j'aimerais te dire que tout le monde a réussi le coaching. J'aimerais te dire ça. Mais je te mentirais. Non, mais c'est ça. Mais je peux te dire que ceux que j'ai vus qui ont mis corps et âme et qui se sont donnés discipline. Les percées sont incroyables. Écoute, même moi, je me suis remis en question, je me suis remis à la zone de confort, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui a fait ça ou bien c'est... Tu sais, même moi, je me remets, tu sais, je me dis, et ça me pousse à sortir de ma zone de confort, à performer, perfectionner et tout, parce que je me dis, je suis capable d'accompagner maintenant de manière, avec une grande aisance, je suis capable d'accompagner les gens à cette étape-là de la vie, mais là, je vais l'amener à un autre niveau. Fait que, tu sais, c'est important là-dessus par rapport à ça. Vraiment, c'est vraiment tellement vrai.
on n'a pas complété la question tantôt. 16 ans, j'ai 16 ans, ben, pas moi, mais on a 16 ans, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. 16 ans à 25 ans, mes parents m'ont jamais donné une vraie éducation financière. J'ai des rêves. J'ai des rêves, je veux être entrepreneur, je veux avoir ma propre entreprise, ou je veux juste finir mon université, avoir une bonne job, puis avoir une vie à moi que je peux voyager. Tu sais, ils ont tous des rêves, tout le monde a des rêves à 16 ans, mais j'ai besoin d'avoir une organisation, de connaître mes finances, puis pour arriver à réaliser mes rêves, ça prend de l'argent. OK, l'argent, c'est pas mauvais, c'est dans le evil. OK, ça l'en prend, c'est ça qui fait rouler le monde. Donc, il ne faut pas s'en cacher. C'est quoi les trois choses que ces gens-là qui commencent à zéro puis qui nous écoutent, qui se disent « Moi, j'ai pas eu cette éducation-là, mes parents peuvent pas m'aider, là, ils sont pas dans une bonne situation, je sais pas où me diriger pour commencer à vraiment dominer et contrôler mes propres finances. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, ça? » OK. Ben écoute, premièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui sont disponibles maintenant. Et tu sais, selon ce qui est préférable pour toi. Moi, c'est sûr que maintenant, ce que j'encourage beaucoup aux jeunes, entre 16 à 25 ans, et tu sais, j'ai commencé beaucoup avec mes petits frères et ma petite sœur, c'est de les faire regarder des émissions. Maintenant, on a des émissions qui sont intéressantes sur Netflix, qui viennent parler d'argent et qui viennent juste éduquer l'argent. Et tu sais, juste à travers de ça, tu as déjà une expérience qui se fait. Parce que jadis, ce qu'on avait, c'était quoi? C'était beaucoup sur Internet ou des documents, des papiers. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est fan de lire et tout ça. Et tu sais, je l'accepte parce que sinon, si c'était aussi efficace, ben, on serait pas là à parler, toi et moi, aujourd'hui. Exact. Mais moi, j'ai remarqué qu'en référant les gens justement à regarder des petites séries sur Netflix, tu sais, des séries de 20 minutes qui parlent de l'argent et tout ça, ben, ça amène déjà des questionnements. Et après, la deuxième chose à faire, si c'est pas ça qui te parle, parce que toi, tu aimes mieux être accompagné par quelqu'un, mais présente-toi à ton institution financière. Si tu n'as jamais ouvert de compte, mais va voir tes parents. Va voir, tu sais, nos parents ils connaissent peut-être pas tout, mais sont nos meilleurs alliés pour nous trouver des réponses. Ils ont les bases au moins. Ils ont les bases. Fait que, même si tes parents ne connaissent pas la finance, mais tu leur dis, papa, maman, j'ai besoin d'aide, je veux apprendre la finance, où est-ce que je peux me diriger? Mais au moins, l'exercice va se faire avec eux. Ils pourraient même influencer leurs parents. Exact. Oh, mon enfant a besoin de ça, j'ai pas les connaissances, mais moi, je veux que mon enfant ait les connaissances. Donc là, ça pousse les parents même potentiellement à aller apprendre pour qu'ils puissent transmettre. Donc, tu sais, c'est intéressant, mais l'enfant pourrait même influencer leurs parents qui avaient pas eu beaucoup d'éducation, qui ont pas nécessairement, connaissent pas nécessairement ça pour dire, écoute, moi, c'est pas vrai que je peux pas enseigner ça à mon enfant, je vais aller lire, je vais aller m'informer, puis là, je vais lui transmettre l'information, et là, c'est un double win, tu sais, les deux gagnent. Oui, ben oui, tu sais, je suis l'exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, quand j'ai commencé avec mon père, comme j'ai dit, c'était un grand entrepreneur, là, tu sais, comme tu as dit, c'était les montagnes russes. OK? Mais moi, quand il a vu justement mon volet finance et que je lui ai dit, tu sais, papa, moi, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble et tout, ben, j'ai été capable de l'influencer. J'ai été capable de l'influencer. C'est que même quand je suis allé le voir au Sénégal, écoute, il voulait me présenter à d'autres gens dans les finances parce que c'est quelque chose qui est venu maintenant rentrer dans sa sphère. Mais quand on était jeune, jamais de la vie, on parlait de ça, jamais de la vie. Mais aujourd'hui, il est capable d'en parler, il y a des bases, il y a des connaissances, il est même capable lui aussi d'influencer les gens autour de lui. Donc, c'est important, en fait, et t'amener ce volet-là. Et c'est oui, parce que tout ce que, tu sais, moi je le dis parce qu'aujourd'hui je suis parent, tout ce par quoi que nos enfants sont passionnés devient une passion pour nous. Moi, ma fille, elle fait du ballet. Moi, je suis un passionné de ballet aujourd'hui. Parce que tu deviens passionné dans les activités et le succès de nos enfants. Oui. Mais sinon, si les deux premières options ne se présentent pas, ben la troisième, moi, je vais être transparent, je te dirais, ben, va suivre une formation. Mais une formation d'un établissement reconnu. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le piège, tu as remarqué dans mon exemple, j'ai pas parlé de réseaux sociaux. Non, c'est ça. J'ai pas parlé de réseaux sociaux et c'est volontaire parce que moi, aujourd'hui, j'écoute certains commentaires de gens dans les réseaux sociaux et je suis scandalisé. À un moment donné, j'écoute ça. Il faut une base avant pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui est vrai, puis on va le dire, qu'est-ce qui est de la bullshit. Exact. Puis si tu n'as pas les bases, là, tu penses que tu entends quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tu es comme, attends, nous, on a la capacité de reconnaître que ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais les enfants ou les gens qui n'ont pas nécessairement cette éducation-là commencent à croire que c'est vrai. Et ça, c'est vrai partout dans mes associations en ce moment, que ce soit en politique. Si tu n'es pas bien informé de plusieurs sources et tu prends le temps de t'éduquer et de connaître. Tu écoutes une vidéo, il y a du deepfake maintenant. On n'a jamais eu accès à tant d'informations qui est vrai et qui est intéressant, mais de l'autre bord, tant d'informations qui n'est pas vrai, qui est dangereux et qui pourrait même nous amener sur le mauvais chemin. Donc, c'est un bon point.
Médias sociaux, peut-être plus tard. Oui, plus tard. Et tu sais, je vais te partager un exemple qui est venu me scandaliser. Tu sais, à un moment donné, j'avais une amie qui m'écrit, m'envoie un post qu'elle a vu sur un réseau social que des individus qui se proclament d'accompagner les gens à aller chercher l'indépendance financière leur dit « Arrêtez de focusser sur le budget. C'est pas important les dettes. Ce qu'il faut juste focusser, c'est d'aller augmenter vos revenus continuellement. » Et là, c'est un peu mitigé parce qu'elle n'a pas 100% tort. Mais en même temps, est-ce qu'elle a raison à 100%? Pas du tout, selon moi. Non, c'est ça. Et là, le pire, c'est que mon amie me challenge par rapport à ça. Elle me challenge parce que ça veut dire qu'elle a cru à ça. Elle dit, ouais, mais ça, quand tu y penses, c'est vrai, on s'endette. C'est quoi le problème? Si j'augmente toujours mon revenu, c'est quoi le problème? Ben, je lui ai dit, premièrement, c'est plus facile de s'endetter que de faire de l'argent. Ça, c'est de un. C'est facile de s'endetter. Fait qu'il faudrait que tu ailles à une vitesse extraordinaire. Deuxièmement, si tu as un revenu d'1 million, mais tu as des dettes d'1 million, c'est quoi ta valeur nette? $0. Zéro. Ouais. Fait que ça ne s'applique pas. Et troisièmement, est-ce qu'à la base, au moins, tu sais comment ça marche un budget? Si tu ne sais pas comment marche un budget et tu veux déjà t'aventurer sans budget, mais tu y vas sans connaissance de cause. Est-ce que tu trouves que peut-être un des filtres que les gens pourraient utiliser pour savoir si ce message-là est peut-être pas nécessairement le meilleur conseil, c'est le fait que n'importe quoi, puis moi je suis un gros fan de Star Wars, là, c'est weird, je suis nerd un peu, là, mais tu sais, quand on parle de The Sith, là, ils disent que tu sais, n'importe quoi qui est noir et blanc, like, comme you're with us, you're against us, les extrêmes, c'est probablement, il y a une partie qui est vraie, mais c'est jamais ça. On a tendance comme être humain de toujours être comme t'es soit avec moi ou contre moi. C'est soit ça ou c'est ça. Et en politique, même chose. Soit t'es à gauche et soit t'es à droite. Et en réalité, si tu regardes concrètement la réalité, c'est que c'est pas un ou l'autre, c'est les deux selon le moment et selon qu'est-ce qui est important. Donc, dans ton exemple, oui, certainement, focus sur faire de l'argent, mais pourquoi ça veut dire dépense comme un fou et endette-toi? Qui a dit que ces choses-là étaient connectées? Pourquoi tu ne ferais pas les deux? Pourquoi tu t'en vas pas au gym t'entraîner pour être en santé et bien manger aussi? C'est pas comme, oh non, inquiète-toi pas, mange qu'est-ce que tu veux parce que tu t'entraînes. Really? Donc, c'est pour nous, ça a l'air tellement évident, right? Mais les gens sont comme, non, c'est ça que c'est vrai, mais en fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'au lieu de rechercher les informations qui sont bonnes, pas bonnes, mais mettons, qu'est-ce qui vont aider le plus, les gens recherchent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. C'est exact. Et ton exemple vient de le dire concrètement. Les gens pensent toujours que c'est blanc ou noir et ils vont aller chercher ce qui leur parle plus. Mais c'est pas parce que ça te parle que c'est la meilleure chose. Au contraire, justement, il faut aller chercher à nourrir cette curiosité et essayer de comprendre pourquoi. Mais tu l'as dit exactement. Les gens vont aller avec ce qui lui parle plus. Et les médias sociaux aident avec ça parce que qu'est-ce qui te parle plus te garde sur l'écran. Donc, je vais juste te feeder et te feeder et te feeder qu'est-ce qui te parle plus. Et à la fin de la journée, tu commences à croire que, ben oui, c'est absolument vrai. Puis à la fin de la journée, tu es rendu dans un genre de echo chamber, comme on dit, là, que, ben oui, tout le monde devrait faire ça. C'est absolument ça. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et là, on réalise que finalement, ben non, c'est pas la réalité. Puis tu as perdu 10 ans de ta vie en faisant X quand tu aurais pu faire X plus Y et être beaucoup plus avancé. Et tu sais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en plus, je rajouterais à ça, sachant que tu as plein d'informations gratuites disponibles qui auraient pu t'éviter de te trouver là-dedans. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils vont regarder certains gourous, certains porte-paroles et tout. Mais avant de regarder un gourou, un porte-parole, il va faire tes recherches sur lui. Il va faire c'est quoi ses certifications, c'est quoi ses expériences, quel est son knowledge, qu'est-ce qui lui permet d'être aujourd'hui devant toi, à te présenter, qui fait en sorte que tu le crois. Parce que aujourd'hui, tu sais, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un bel outil, justement, d'amener la visibilité et tout ça. Et tu sais, moi-même, je l'utilise. Mon seul problème, c'est toujours la limite entre partager de l'information et vendre un rêve. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché quand je coachais, qui me disaient « Ah, tu peux-tu m'aider? J'aimerais investir dans le Forex. » J'ai dit « Hors de question. Hors de question, je ne t'aiderai pas. » Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le font, qui disent qu'ils font de l'argent facile et tout. Et malheureusement, j'ai entendu l'argent facile. Est-ce que l'argent facile existe? Je ne crois pas à ça et j'ai jamais eu la preuve que l'argent facile existe. Ce que je crois au hasard, comme quelqu'un gagne la loterie. Oui, tu peux faire un bon coup dans un bon timing et tout. Essaye de le répéter 4, 5, 6 fois. C'est là qu'on va savoir si c'est de l'argent facile. Est-ce que c'est viable? C'est ça la question que tu vas te poser. Là. Ouais, tu peux frapper un coup de circuit, mais est-ce que tu peux en frapper 15? Puis si la réponse est non, ben peut-être essayer de juste frapper le coup de circuit. Si tu ne peux pas le répéter de manière constante
et de maintenir une certaine stabilité par rapport à ça sur plusieurs années, mais probablement, c'est pas la meilleure philosophie. Là. Ben, et le meilleur exemple, c'est pendant la pandémie. Beaucoup d'investisseurs immobiliers qui sont venus au monde dans la pandémie. Ouais. Écoute, avec les taux bas et tout ça, là, ils sont venus, ils achètent plein de propriétés, tac, 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 ça se passe. En taux variable. J'allais le dire, t'as volé mon punch en taux variable en plus. Ouais, c'est ça. Et là, on arrive avec l'augmentation des taux. Ah ben là, ils veulent être créatifs. On essaie de trouver des formules créatives. Où est ton plan de contingence? Où est tes fonds pour absorber cette augmentation? Quand tu as fait ton analyse de rentabilité, est-ce que tu as fait ton analyse sur un taux plus élevé? Est-ce que tu as tenu compte que les taux peuvent changer en variable? Oui. Est-ce que tu as tenu compte d'une occupation, des rénovations, de cash flow, l'optimisation? Écoute, les gens sautent avant de vérifier si le parachute il est bien pacté dans le sac. Donc, il y a une raison pourquoi il y a 2 parachutes dans ton sac quand tu fais de l'avion. Tu as le principal, puis tu as le plan B. Et tu t'assures qu'avant de monter dans l'avion, que les 2 fonctionnent bien, puis qu'ils étaient bien pactés ça avant de sauter de l'avion. Là. Les gens aujourd'hui sautent, puis je suis même pas sûr s'ils ont vérifié s'ils ont le sac à dos sur le dos. Là. Ils sont comme, non, ça va être correct, inquiète-toi pas. Non, parce qu'on te le fait savoir. Voilà, tu as dit le mot. Inquiète-toi pas, c'est correct. No stress. C'est ça qu'on te dit tout le temps. Non, inquiète-toi pas. Tu sais, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que, exemple, les gens vont faire des investissements aujourd'hui. Des investissements, tu te dis, mais c'est pas rentable, ça va te prendre 15, 20 années. Non, inquiète-toi pas, c'est l'immobilier. Ça va doubler dans 10 ans. Ça va toujours monter dans le temps. Je dis la phrase que j'avais entendue quelqu'un dire à la télé, c'est comme un arbre. Un arbre, ça pousse, mais ça pousse pas indéfiniment. Non, c'est ça. Et c'est là où est-ce que quand j'entends quelqu'un qui me dit ça, ben j'ai un malaise. J'ai un malaise. Parce que toi, ton but initial, quand tu as fait cet investissement, c'est quoi? C'est quoi ton plan initial? C'est juste dire que j'ai de l'immobilier? Ou il y a un plan derrière ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est la maladie d'un nombre de portes au lieu de bénéfices nets. Tu fais combien d'argent? On s'en fout, tu as 200 portes, parfait. Si tu perds 10 000 par année, finalement... C'est ça. Finalement, ça va pas très bien. Ben, c'est comme les followers. Écoute, j'ai pas une scène, mais j'ai 200 000, 300 000 followers. Ça vient compenser, mais je suis comme, OK, mais... Mais ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que la popularité vaut plus que la richesse, que les résultats réels? Est-ce que les gens recherchent plus la reconnaissance qu'ils recherchent le succès ou de la stabilité financière? Écoute, moi, je fais référence toujours, quand on me pose ce genre de questions, je fais beaucoup référence à la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow, un de ces derniers points, c'est ça, c'est la reconnaissance. Ils disent qu'une fois qu'on a la sécurité, qu'on a certains besoins, tu sais, des choses de base qu'on est capable d'avoir, mais notre vrai but dans la vie, c'est d'aller chercher la reconnaissance. Et je pense que c'est là où est-ce qu'on est rendu. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté les étapes et ils sont tous rendus à l'étape de reconnaissance. Ils veulent commencer à la reconnaissance, puis ils n'ont pas commencé avec la base. C'est exactement ça. C'est un bon point. Oui, parce qu'on recherche ça dès le départ. Quand on est jeune, les enfants, on veut la reconnaissance de nos parents. T'es bon, t'es fin, good job, t'es the best, je t'aime. Et puis, ce genre de feeling-là continue. Il devient potentiellement malsain si les jeunes sont pas enseignés les bases de finance et de l'entrepreneuriat. Oui, moi je me souviens quand j'étais pas populaire dans le temps, là, quand je disais aux gens, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Moi, je l'ai mis dans mes REER. Ta retraite, tu dis, toi, t'es trop sérieux, tu prends pas la vie trop sérieux. Mais quand j'ai acheté mon premier Plex en faisant mon rap et que les gens m'ont demandé où t'as pris l'argent, j'ai dit, je l'ai pris de mes REER que j'ai rappé. Ah, je savais pas. On entend des commentaires comme ça tout le temps. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, t'es chanceux, t'es tant chanceux. Comment t'es arrivé où est-ce que t'es aujourd'hui? Et c'est les mêmes il y a 10 ans qui disaient, voyons, vis un peu. C'est ça. Et tu peux leur dire, moi, je vis parfaitement, je suis pas en train de souffrir. Tout va bien, c'est correct. Donc, des fois, des sacrifices à court terme, au moins à moyen terme, paye des dividendes. Et là, on est dans le Pierre-Yves Sween un peu, là. Paye des dividendes à long terme. Mais encore là, c'est pas à l'extrême. Tu peux trouver un équilibre ou un flow qui fonctionne dans un jeune âge où est-ce que tu peux épargner, tu peux avoir un budget et devine quoi, tu peux aussi aller en vacances et voyager et avoir une vie. C'est pas un ou l'autre. Toujours, c'est pas un ou l'autre. Tu peux faire les deux. Ouais. Et moi, c'est exactement ça. Je dis aux gens, on travaille assez fort. C'est pas pour se priver. Mais c'est de savoir dans notre authenticité qu'est-ce qui est important pour nous. Et tu viens de le dire, on n'est pas dans les extrêmes. C'est pas, je touche pas à un sou de mon argent, là, je mets tout de côté et je me retrouve plus tard, j'ai 80 ans, j'ai 1 million dans mon compte, mais que je suis pas capable de le décaisser parce que sinon je paye de l'impôt, c'est enfer et tout. Non, on n'est pas là-dedans.
On n'est pas là-dedans, mais on n'est pas non plus à celui qui dit je suis YOLO, I only live once, je vis le jour et demain j'ai rien, je dis c'est pas grave, quelque chose d'autre va m'arriver. Tu sais, on n'est pas là-dedans, on est dans l'équilibre. Moi, c'est ça que je vends aujourd'hui. Moi, c'est ça que je dis aux gens quand j'ai mon discours. On est dans l'équilibre. Mais soyez authentique dans votre équilibre. Moi, j'ai fait des choix, j'ai fait des aspects, mais une chose est certaine, la finance doit faire partie de vos décisions. Et si vous êtes en connaissance de cause, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, allez chercher l'information qui va vous permettre de pouvoir prendre la meilleure décision. Parce que là où on est rendu aujourd'hui, dans la situation où on est, c'est des décisions tous les jours qu'on prend. C'est des décisions. Ouais. Et positif ou négatif, la décision qu'on prend, on doit assumer les conséquences. Vraiment. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup utiliser le mot équilibre. Souvent, ça stresse le monde, ça crée de l'anxiété parce que j'ai l'image de la personne qui tient la grosse boule là, sur la pointe de la pyramide, puis il essaie de garder la boule parfaitement sur le haut là, puis c'est de l'équilibre. Puis là, c'est épuisant, puis là, ça tombe au bord, là, il chase, il le remet. J'essaie d'utiliser souvent le mot flow. Ça veut dire que, tu sais, si ça flotte bien des deux bords, ben t'es mieux. Donc, au lieu d'essayer de tenir la balle, tu peux la tasser un peu, c'est moins stressant, puis ça reste là. Donc, un flow, souvent, ça déstresse parce que quand les gens commencent, il faut que je sois en équilibre, est-ce que je suis en équilibre? Les gens sont tellement ils se mettent tellement de la pression que là, tu deviens que tu craques. Donc, mets-toi pas de la pression, mais trouve un flow où est-ce que si la balle est trop à gauche, la balle est trop à droite, change la balle de main, puis garde ça, tu sais, passe la balle d'un main à un autre, puis ça va bien aller. Essaie pas de garder ça parfait tout le temps, ça sera jamais parfait. Écoute, et tu l'as exactement dit. Le but, là, quand on parle de l'équilibre, c'est pas que ce soit droit et que ce soit parfait. C'est que lorsqu'on sent qu'un est plus élevé que l'autre, ben, que je peux réajuster rapidement, comme tu dis, je lance la balle. Et ce mot-là, il faut qu'on l'enlève de notre vocabulaire parfait. Il faut enlever ça, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Même moi, dans mes propres finances, parce que tout le monde pense que j'ai un contrôle absolument... Non, c'est pas vrai. Je fais exactement comme toi. Ouais. Quand ça advient que la balle devient trop lourde d'un côté, ben, je le renverse rapidement de l'autre. Ouais. C'est tout. Mais je cherche pas à être parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui l'a, mais encore, c'est quelque chose que, oui, on le dit, mais en pratique, on vise toute cette perfection. On vise. C'est correct de viser de la perfection, mais c'est d'accepter que ça sera jamais parfait. Donc être dans... Viser, oui, tu aim for the stars, puis tu vas tomber sur la Lune. C'est correct, là. Au moins, tu es sur la Lune. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus là. Donc... Mais d'accepter que, tu sais, c'est pas... Arrêtez de te comparer. La vie, c'est comme une game de golf, là. Tu joues pas contre la compétition, tu joues contre toi-même. Ouais. Donc, c'est toi. C'est focus sur toi. Puis si ça marche bien, tu te sens bien, avec un peu d'inconfort ici et là pour que tu puisses te développer, ça va bien aller. Et tu vois, Ryan, si on fait le lien avec tout ce qu'on a dit, t'as-tu remarqué, on a parlé d'argent, on a parlé des émotions et tout, fait qu'on se rend compte que l'argent est quoi? C'est émotionnel. Complètement. Tout émotionnel. Tout émotionnel. Les êtres humains font la vaste majorité des choses, pas nécessairement basées sur la logique, ça devrait être inclus, mais il doit avoir une connexion émotionnelle tout le temps. Parce que si tu ne l'as pas, ça va être difficile de maintenir. Absolument. Et on ne sera pas heureux. Tu sais, tu le sais toi-même. Tu as rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas heureux. Tu as rencontré des gens qui n'ont pas d'argent qui sont heureux. Tu sais, il y a toujours ça qui va venir en compte. Le plus important, comme on dit, c'est d'être en contrôle de ses émotions. Ouais. Et à partir de là, on travaille avec l'argent. Exact. Mais on ne travaille pas pour l'argent. On travaille avec l'argent. Ouais. Travaille sur ta vie, pas dans ta vie. Tu sais, il y a une différence sur la business, pas dans la business. C'est une autre perspective. Mais là, Brian, il faut que je te le dise, je viens de me découvrir un ambassadeur, quelqu'un qui connaît même autant ou mieux que moi le domaine financier. Là. Ben non, je ne sais pas si je le connais mieux. Écoute, encore là, il y a pas de compétition. Je connais des choses, tu connais des choses. Puis l'important, c'est de partager. C'est d'avoir un partage. Puis sur ça, là, je vais le mettre sur le spot sur un sujet qui est plus difficile dans la société aujourd'hui, le concept, puis là, pour les jeunes qui nous écoutent, le concept de quiet quitting. Okay? J'aimerais en parler parce que ça joue un peu dans les finances, où est-ce que les gens sont comme, tu sais quoi, moi là, je vais faire le travail minimum que je dois faire, parce que c'est ça le quiet quitting, là. Je vais faire le minimum que je dois faire parce que c'est pas ma compagnie, c'est pas ma job. Puis, tu sais, moi, je veux avoir une vie, je veux avoir une belle vie, c'est me first. Est-ce que, selon toi, on va essayer de commencer à déconstruire ce concept-là, est-ce que, selon toi, c'est la meilleure façon de bâtir un avenir qui est riche, non seulement en richesse réelle, mais en richesse émotionnelle, de faire une job à moitié ou juste le bare minimum? Imagine avoir des enfants, aller au gym, dire, tu sais quoi, je vais juste faire le minimum nécessaire. Est-ce que c'est une formule qui fonctionne? Selon moi, non.
Et je l'ai déjà vécu. J'ai déjà été dans des compagnies, des jobs que j'ai fait que je me suis dit, je vais juste faire le minimum requis. Mais j'étais malheureux, Ryan. Malheureux. Donc, c'était impossible pour moi de m'imaginer que plus tard, les choses allaient mieux s'enligner parce que si je commence dans le négatif, comment je vais transformer ça en positif? Exact. Et tu sais, versus quand je me suis retrouvé dans un environnement où je me sentais épanoui, que j'avais envie de me dépasser, et même si c'était pas mon organisation, mais que j'avais envie de contribuer, mais c'est là que j'ai amélioré mes compétences. C'est là où est-ce que j'ai bâti ma notoriété. C'est là où est-ce que j'ai pu impacter et influencer les gens. Les retombées sont incroyables. C'est le jour et la nuit. Ouais. Donc moi, malheureusement, les gens qui croient au concept que tu partages, j'aimerais leur dire, la lumière va juste devenir plus petite. Plus le temps va avancer, plus la lumière va devenir petite, plus vous allez vous trouver dans un trou noir. Exact. C'est ça la réalité. Puis peut-être, au lieu de dire « Ouais, mais j'aime pas cette job-là, donc, puis cette compagnie-là, ben, je crois pas nécessairement à leur mission », ben ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si tu trouves un domaine, comme tu as dit tantôt pour toi, un domaine ou un travail ou une mission qui te passionne à chaque matin, puis que quand tu arrives là, c'est pas travailler, c'est comme « Wow ». Tu vas automatiquement tout mettre. Ouais. C'est parce que, donc, au lieu de penser à « Oh non, c'est moi », ben pense à toi, mais pense à un domaine ou un travail où est-ce que, pour toi, c'est une mission de vie. Oui. Et pour toi, la finance, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, je vois que c'est une mission de vie pour toi. Donc, tu es passionné, tu es prêt à mettre... Des fois, il faut que tu te retires parce que, ben, écoute, là, je peux pas tout faire ça, je dois faire autre chose, mais tu vois, c'est pas fatigant. Tu peux parler de ça toute la journée, puis tu vas finir ta journée pas épuisée et pleine d'énergie parce que c'est pas du travail. Ouais. Donc, et moi, j'ajouterais à ça, et tu sais, je reviens encore avec le concept de l'école parce qu'on est à la retenue. Même à l'école, quand on est jeune et qu'on apprend certaines matières, c'est pas toutes les matières qui sont intéressantes, c'est pas toutes les matières qui viennent nous chercher. Mais pourquoi c'est important d'être engagé à 100%, c'est parce que tu l'as dit tantôt, la constance, la discipline. Et tu sais, même dans un domaine où ce que tu vas être amené à travailler quelque part que tu aimes, mais peut-être que tu vas avoir des collègues de travail que tu n'aimeras pas. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te quitter parce que tu n'aimes pas tes collègues de travail. Fait que tu sais, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, si tu trouves toujours une raison de ne pas faire parce qu'il y a quelque chose qui t'anime pas, mais il n'y aura jamais la vraie raison qui va te faire. Ce sera jamais parfait. En voulant dire, les étoiles ne seront jamais toutes alignées en même temps. Jamais. Donc, même ça, même quand tu es dans un job que tu n'aimes pas, et je l'ai vécu, sois bon quand même. Essaie de voir parce que tu sais jamais ce que ça peut t'ouvrir comme lumière. Moi, avant d'être dans les finances, moi, je voulais être ingénieur. Et en fait, j'ai fait mes études là-dedans pour être ingénieur et tout. Et j'ai travaillé, j'ai fait des stages. C'était pas ma tasse de thé, mais j'ai tout mis les efforts qu'il fallait. Et ce que je peux te dire, ça m'a aidé énormément dans ma discipline et surtout dans la compréhension de comprendre les cas complexes. Et ne pas juste m'arrêter de me dire « Ah, c'est trop complexe, j'arrête. » Fait que, pour revenir à ce que tu dis, dans une situation où est-ce que je n'étais pas heureux, mais j'ai quand même pris l'avantage de ça que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien. Et ça, je le dis, je le cache à personne. Mon côté aujourd'hui analytique que j'ai, c'est tout mon volet d'ingénierie que je ne travaille plus là-dedans qui me l'a amené. Exact. Donc, ça avait des avantages. Oui. Donc, le résumé, c'est donne ton 100% et la vie va te le retourner 10 fois. J'adore la réponse. J'adore ça. Lissam Baye, merci pour être venu en retenue. J'apprécie beaucoup que tu sois là. Puis j'espère que pour un autre épisode, tu serais prêt à revenir, avoir d'autres discussions intéressantes. Donc, c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Ryan. Grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.